Bonsoir à toutes et à tous. Donc, son quatrième, son quatrième ou son cinquième? Son quatrième édition de notre briefing, on me le confirme. Donc, avec ce soir nos intervenants habituels, dont un qui se cache un peu, on vous expliquera pourquoi après. Et c'est cette fois-ci pour changer, c'est Igor qui va commencer avec des nouvelles toutes chaudes, même mais fraîche, mais chaude quand même. Parce que ça, chaude, parce que c'est quand même des choses un peu brûlantes, on va nous dire. On t'écoute, Igor. Merci Gilles, bonjour à tous. Oui, donc je commençais par une nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes, qui est donc l'échange qu'il y a eu entre Russes et Américains au sujet de deux captifs, au sujet desquels il y avait des discussions qui allaient bon train depuis le printemps et dont on a parlé ici même, à savoir le marchand d'armes Victor Bout qui était détenu aux États-Unis depuis 2010 et la basketteuse américaine Brittney Griner qui était arrêtée en Russie pour trafic de stupéfiants. Eh bien, ils ont été échangés sur l'aéroport d'Abu Dhabi un peu plus tôt dans l'après-midi. Et donc, M. Bout serait déjà visiblement arrivé à Moscou, tandis que la basketteuse serait dans l'avion en route pour les États-Unis. On peut considérer que cet échange est un des résultats de discussions de longue haleine entre les Russes et les Américains, et notamment, je dirais, un résultat direct de la rencontre discrète entre les chefs du SVR et de la CIA donc en Turquie il y a quelques jours, hein, donc entre M. Narishkin et M. Burns. Ensuite, les nouvelles du côté du pétrole, puisque le plafonnement du prix du baril russe, qui donc a été décidé par les pays du G7 et qui est entré en vigueur cette semaine, a eu pour conséquence, enfin une de ses conséquences en tout cas, est de provoquer un embouteillage de tankers à l'entrée des détroits turcs, puisque les autorités turques exigent désormais des garanties écrites supplémentaires concernant l'assurance des tankers qui transportent du pétrole russe ou du pétrole ayant transité par les ports russes, afin de se prémunir contre d'éventuels accidents qui pourraient intervenir dans le détroit des Bosphore et des Dardanelles. Donc pour tout tanker transportant un prix dépassant $60 le baril. Depuis lundi, ce sont donc une vingtaine de tankers qui attendent l'autorisation de franchir les détroits turcs, avec chargés de leur pétrole. On parle de 18 millions de barils. Et assez curieusement, la majorité de ces barils, en fait, 90% de ces barils, sont issus de la production de pétrole du Kazakhstan, mais ont été chargés à travers le port de Novorossiysk. Et donc, les autorités turques ne veulent courir aucun risque et demandent aussi des garanties supplémentaires pour ce pétrole-là. Alors évidemment, ça crée un embouteillage, ça crée des tensions supplémentaires, je dirais, sur le marché. S'exprimant depuis New York, le secrétaire adjoint de Trésor américain a indiqué au vice-ministre turc des Affaires étrangères qu'il n'était pas nécessaire excusez-moi, de procéder à des vérifications supplémentaires au sujet de ces tankers. Autrement dit, on ne viendra pas vous chercher des poux si jamais vous laissez circuler ces bateaux. Pour l'instant, les Turcs n'ont pas changé de politique. En quelque sorte, ils continuent d'imposer un verrou sur les détroits pour les tankers russes. Et on peut voir là plutôt je dirais une volonté de peut-être obtenir des concessions de la part de la Russie sur le prix du pétrole et pourquoi pas sur le prix du gaz aussi d'ailleurs, avoir des prix au rabais pour le marché turc, prime abord, et pourquoi pas pour leur exportation de ce pétrole vers l'étranger à travers la Turquie. C'est en tout cas une possibilité que l'on peut tout à fait envisager. Sur les céréales, le Financial Times a indiqué que des pays de l'Union européenne en appelleraient à la Commission européenne afin qu'elle assouplisse les sanctions qui ont été prises contre le secteur agroalimentaire russe. Des pays comme la France, l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas, entre autres, demandent des exemptions et plutôt des clarifications concernant ce type de sanctions et les cargaisons de céréales et d'engrais transportés par voie de mer, dans la mesure où les clarifications qui ont déjà été prises par la Commission ne sont manifestement pas suffisantes, puisque les différents acteurs de ce secteur, que ce soit les transporteurs, les assurances, les grossistes et autres, sont toujours extrêmement frileux à l'idée de faire du commerce avec du grain et des engrais russes, qui créent évidemment des problèmes pour fournir les marchés, notamment les marchés du Sud. En Angleterre, Londres s'apprête à sabrer son budget dédié à l'aide au développement en le diminuant de 30%. Il s'agit d'une conséquence directe de l'aide apportée aux réfugiés ukrainiens, qui s'élève à ce jour à 3 milliards de livres sterling. La Grande-Bretagne, par la voix de son ministre de Développement, a déclaré ne plus être en mesure de tenir son engagement d'allouer 0,7% de son PIB à l'aide au développement.
et qu'à compter d'aujourd'hui, elle ne se considère plus comme une superpuissance du développement. Enfin, en matière de transport aérien, le directeur général de l'Association du transport aérien international, la IATA, M. William Walsh, a appelé mardi les pays occidentaux à se préparer à reprendre leur vol à travers l'espace aérien de la Russie. Selon lui, la fermeture du ciel russe a pour conséquence l'encombrement des corridors aériens au-dessus de l'Europe, ce qui induit des retards dans les aéroports du vieux continent. Ces déclarations font écho à celles qui sont intervenues quelques jours auparavant de l'ancien PDG de British Airways et actuellement directeur général de Virgin Atlantic, qui s'exprimait il y a quelques jours dans le Télégraphe pour expliquer en gros la même chose. Il appelait à considérer la réouverture de l'espace aérien russe. Les deux envisagent en fait l'assouplissement des mesures anti-Covid en Chine dans les mois à venir et progressivement la reprise du trafic aérien à destination de la Chine et depuis la Chine. Et par conséquent, il voit là un manque à gagner colossal pour les compagnies européennes en général, mais en particulier pour la compagnie britannique British Airways, puisque les compagnies chinoises pourraient emprunter a priori librement l'espace aérien russe pour desservir l'Europe, et que par conséquent, il y aurait une concurrence entre guillemets déloyale et qu'il faut donc l'anticiper si on ne veut pas aggraver la situation dans les compagnies aériennes européennes. Voilà, Gilles. C'est intéressant, et notamment cette partie aérienne, effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas toujours venir, mais qui peuvent être effectivement intéressantes. Et surtout, la nouvelle serait que la Chine ouvrirait bientôt, c'est ça? Enfin, c'est plus. Je pense qu'en fait, ils anticipent que vu ce qui s'est passé en Chine ces derniers jours avec les gens qui sont descendus dans la rue pour crier le ras-le-bol face au zéro Covid, que le gouvernement chinois va dans les mois qui viennent probablement desserrer un petit peu les taux et qu'il pourrait y avoir une augmentation d'abord timide, mais qui avec le temps va s'affirmer de la reprise du trafic aérien et que inévitablement des nouvelles dessertes, enfin les dessertes vont reprendre vers l'Europe et à travers, pour le coup, l'espace aérien russe. Et qu'au lieu de faire 2-3 heures de contournement, bah, les Chinois, eux, ils iront tout droit. Qui laisse entier le problème de la sortie de l'espace aérien russe pour entrer dans l'espace aérien européen, mais j'imagine via la Turquie, tout ça. D'accord, c'est intéressant. Alors, nous allons maintenant avoir quelques mots d'Arnaud. Alors, Arnaud est légèrement enrhumé, donc sa conscience médicale du fait qu'il prend un peu de distance, mais sa conscience professionnelle fait qu'il reste avec nous pour assurer les nouvelles qu'il doit nous donner. Donc, Arnaud, on va tourner la caméra vers toi. J'en profite pour dire, n'hésitez pas à poser des questions, hein, pas pour le moment, donc elles sont bienvenues. Arnaud, c'est à toi. Merci Gilles. Quelques mots de politique intérieure avec deux nouvelles. La première, c'est la session annuelle du Conseil présidentiel pour les droits de l'homme qui s'est tenue hier, à laquelle participait Vladimir Poutine, participait à distance, à vraie distance, oui, pour le coup. Alors, cette réunion avait été soigneusement préparée en amont, puisque si l'on en croit certaines informations publiées dans la presse ou plus exactement dans les réseaux sociaux, certains sujets tabous avaient été signalés et par ailleurs, la composition de ce conseil avait été renouvelée. Ses membres les plus critiques à l'égard de la politique de la Russie en ayant été évincés. Ceci dit, cette réunion a été intéressante, auquel était ponctuée par certaines déclarations du président russe sur l'opération spéciale entre guillemets en Ukraine. Il a dit plusieurs choses, j'en relève deux ou trois qui me paraissent significatives. Il a d'abord dit que l'opération militaire spéciale était un processus de longue durée, hein, ce qui laisse entrevoir eh bien, des opérations qui pourraient s'étendre à 2023, ce qui nous surprendrait guère. Il a également dit que la mer d'Azov est devenue une mer intérieure de la Fédération de Russie. Ce sont des choses sérieuses, je cite. Pierre Ier se battait déjà pour l'accès à la mer d'Azov. C'est intéressant à plus d'un titre. Et par ailleurs, il a tenu à démentir les rumeurs très insistantes en Russie sur une éventuelle nouvelle vague de mobilisation début 2023. La deuxième nouvelle politique significative de ces derniers jours, c'est
la révocation par les autorités de Lettonie de la licence de la chaîne d'opposition Dość, après des propos controversés d'un présentateur sur l'Ukraine, tenu en direct. La Lettonie a été suivie par les deux autres États baltes. Ça suscite un profond émoi et ça sème le trouble au sein de l'opposition dite hors système, qui est finalement prise en étau entre certains États de l'Union européenne finalement très peut-être plus anti-russes qu'anti-Poutine. En tout cas, ces journalistes se rendent compte que le fait d'être russe n'est certainement pas anodin dans ces pays-là, et d'autre part pris en étau évidemment par le Kremlin, pour lequel ce type de décision est du pain béni. Voilà ce que je pouvais dire sur ce qui s'est passé dans le domaine politique intérieur ces derniers jours. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, on a une question qui a l'air particulièrement intéressante. Bonjour, sauf erreur de ma part, dans le 9e paquet de sanctions, on parle de restriction des investissements dans le secteur minier en Russie. Pouvez-vous détailler quels impacts va avoir cette décision Arnaud ? Alors, il faut d'abord préciser qu'on ne connaît pas le détail des propositions de la Commission qui ont été soumises aux États membres. Aucune décision n'a été arrêtée à ce jour par les États membres, par les chefs d'État et de gouvernement. Donc, bon, il se dit que trois nouvelles banques russes seraient frappées de sanctions, qu'il y aurait une centaine de nouvelles personnalités russes qui seraient ajoutées aux listes déjà existantes, et puis effectivement une interdiction d'investir dans le secteur minier. Mais on n'en sait pas plus, puisque par définition, la décision n'est pas prise. Et mais je crois qu'Igor en a dit un mot, mais j'en suis pas sûr. La Hongrie bloquerait en réalité le 9e paquet pour l'instant. En fait, il y a une forme de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, puisque les Hongrois, vous le savez, la Hongrie se voit refuser pour l'instant, en tout cas, il y a une forme de blocage de la part de Bruxelles du versement des aides au titre du plan de relance européen post-Covid. Et de son côté, la Hongrie bloque les nouvelles mesures restrictives contre la Russie. Donc, il faut s'attendre à un marchandage à Bruxelles entre la Hongrie et la Commission et certains États membres. Et le dossier ukrainien est en quelque sorte l'otage de ces règlements de compte. Je crois savoir que la Hongrie bloque également les 18 milliards d'aides prévues au titre de 2023. Donc voilà, on est en plein marchandage. Très bien. Tu avais quelque chose à rajouter, Igor ? Oui, sur la Hongrie, effectivement, il y a 2 points. Il y a le paquet dont on avait parlé d'ailleurs, à savoir qui était prévu de 18 milliards l'an prochain pour l'Ukraine, qui a été bloqué par la Hongrie hier ou avant-hier lors de la réunion des ministres des Finances de l'Union européenne. Pour les raisons qu'a indiqué Arnaud, en fait, ça a trait à des disputes internes entre Européens. Mais même l'enveloppe de 9 milliards qui avait été budgétée au printemps pour l'Ukraine n'a pas pu être consommée. On n'a pu débloquer que 6 milliards, parce que là aussi, la Hongrie a bloqué les 3 milliards restants pour les mêmes raisons. Et elle continue d'ailleurs de le faire avec le prochain budget d'aide. Bien. Alors, outre quelqu'un qui admire le gilet d'Arnaud, une question plus intéressante. On entend parfois que l'économie russe est, en guillemets, à genoux. D'autres experts disent l'inverse. Pourriez-vous nous dire quels sont les indicateurs pertinents à observer pour suivre la santé de l'économie russe ? Alors effectivement, il y a des narratifs assez contrastés, inconciliables. On se souvient de certaines déclarations manifestement imprudentes du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, fin février. Il était question à l'époque de faire voler en éclats ou de guerre économique totale à l'égard de la Russie. Aujourd'hui, que voit-on ? On en a parlé lors des 100 et quelques briefings. On a suivi la trajectoire économique de la Russie. Et aujourd'hui, en fin d'année, on voit que la Russie devrait enregistrer une récession de l'ordre de 3%, ce qui évidemment n'est pas rien.
Mais c'est beaucoup moins que ce qui était envisagé au début. Au début, on parlait de 10%, 10-15 points de PIB en moins. Bon, on n'est plus du tout dans ces ordres de grandeur. Ce que l'on voit par ailleurs, c'est que les pays occidentaux vont entrer en récession. Et voilà, donc dans des proportions certes moindres que la Russie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 3% de récession en Russie, c'est pas, enfin, c'est pas anodin, mais c'est pas extraordinaire. La Russie a connu de très nombreuses crises et des moins 3%, on en a connu il n'y a pas si longtemps que ça. À l'inverse, ce qu'on observe en Europe occidentale, c'est assez inédit depuis longtemps. Donc, on peut se consoler avec les chiffres, mais ils n'ont certainement pas le même impact et le même impact politique interne dans nos sociétés respectives. Donc, moins 3% pour cette année, moins 2 l'année prochaine. Encore une fois, il faut rester prudent parce qu'on va de surprise en surprise. Mais si l'on reste dans les trajectoires actuelles, en cumulé, ça devrait faire entre moins 5 et moins 7 pour la Russie. Donc, c'est significatif, d'autant plus qu'en réalité, la Russie n'a pas vraiment progressé, elle stagne depuis 2013. C'était déjà une décennie perdue, donc ça s'ajoute à ces évolutions plutôt décevantes. Et ça, en termes historiques et politiques, évidemment, ce n'est pas rien, mais pour résumer, les conséquences économiques négatives des événements en Ukraine pour la Russie ne feront pas dévier la direction politique du pays. Ça, il faut être très clair. Pour diverses raisons. D'abord, il y a la primauté des objectifs politico-stratégiques, mais également le fait que l'État russe, en réalité, n'est pas endetté. Le budget fédéral est pratiquement à l'équilibre. Et contre toute attente, les revenus de l'État russe, en particulier pétrogaziers, se sont maintenus à un niveau très, très élevé. Et il est tout à fait douteux que les récentes mesures de l'Union européenne et du G7 sur le plafonnement de ces prix aient un quelconque effet, à court terme en tout cas. Donc l'économie russe est en récession. Ce n'est pas brillant, mais ce n'est pas tragique, encore une fois, à l'échelle de la Russie. Et je ne pense pas que cela influe sur la détermination des autorités politiques du pays. Bien. Enfin, encore un petit élément, mais qui est important, c'est que nous sommes tous aujourd'hui, à Moscou comme à Paris, soumis à une double propagande dont il faut se méfier. Il est tout aussi faux de dire que les Russes aujourd'hui, du fait des départs de sociétés, se trouvent devant des rayonnages ou des magasins complètement dénudés et réduits à se nourrir essentiellement de féculents, de pommes de terre ou de gruaux, de se balader désormais avec des habits en lin ou fait avec des roseaux comme au Moyen-Âge. C'est évidemment absolument faux, tout comme la propagande russe, évidemment, ne reflète pas la réalité quand elle explique que l'Europe est en train de geler sur pied et que désormais, dans les grandes artères des métropoles européennes, vous avez des feux qui sont des braseros avec de pauvres airs qui essayent de se réchauffer. Donc voilà, tout ceci est absolument faux et je vous invite encore une fois à vous méfier un peu des déclarations expliquant que telle ou telle économie se trouve dans un état quasi cataleptique ou en tout cas au bord de l'agonie. La seule qui est dans cet état-là, c'est l'économie ukrainienne, pour des raisons qu'on connaît. L'économie ukrainienne. Ah oui, mais avec des raisons objectives. Nos auditeurs nous demandent, vous avez froid à Moscou, vous manquez de gaz pour vous chauffer. Donc, c'est pour ça, c'est en admirant nos gilets d'hiver, il imagine qu'il fait froid. Et effectivement, il fait froid à Moscou. C'est pour ça qu'on est bien couvert, mais à l'intérieur, comme toujours, on meurt de chaud et c'est super chauffé et tout ça. Très bien. Écoutez, alors, il y avait une question, mais qui est en fait d'un auditeur qui a dû prendre
le briefing en marche parce qu'il nous demande de détailler le blocage des pétroliers russes au nord du Bosphore. Et il y a eu un long développement d'Igor sur la question. Donc, oui, donc regardez le podcast tout à l'heure, vous aurez toutes les réponses à ces questions. Voilà, effectivement, il confirme qu'il était en retard. Alors, on va probablement arrêter là. Simplement, je vais les dire, ne ratez pas le briefing de lundi parce que nous aurons à la demande de nombreux auditeurs la liste des livres qu'il faut offrir à Noël, qui va être dressée par notre chère Anne Défi, qui l'a déjà fait à plusieurs reprises. Et donc, comme ça a beaucoup intéressé, on nous a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à Noël qui soit dans l'actualité, qui soit lié à la Russie éternelle, à la compréhension de cette situation difficile, enfin, toutes ces questions-là. Donc, lundi, Anne sera en distanciel, mais avec une liste de courses que vous pourrez utiliser pour vos cadeaux de Noël, que ce soit pour vous-même ou pour vos proches.